C'est pas glorieux, mais c'est comme ça. Alors, je suis vraiment désolé vis-à-vis de vous. Surtout que j'aurai une seconde mauvaise nouvelle à vous dire, mais je vous la dirai à la fin. Bon. Alors, ce nouvel art de gouverner, celui dont j'ai essayé de vous montrer qu'il était devenu, c'est le premier point, une des fonctions, des attributs, une des tâches de la souveraineté, dont j'ai essayé de vous montrer qu'il avait trouvé son principe fondamental de calcul dans la raison d'État. Bien, je crois que ce nouvel art de gouverner, et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer la dernière fois, tient l'essentiel de sa nouveauté à autre chose que cela. C'est-à-dire que cet art de gouverner, qui avait été évidemment esquissé depuis fort longtemps, il ne s'agit plus, désormais, pour lui, à partir de la fin XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Il ne s'agit plus pour lui, selon la formule ancienne, de se conformer, de s'approcher, de rester conforme à l'essence d'un gouvernement parfait. Désormais, l'art de gouverner, ça va consister, non pas donc à restituer une essence ou à y rester fidèle, ça va consister à manipuler, à maintenir, à distribuer, à rétablir des rapports de force. Et des rapports de force dans un espace de concurrence qui implique des croissances compétitives. Autrement dit, l'art de gouverner se déploie dans un champ relationnel de force. Et c'est ça, je crois, qui est le grand seuil de modernité de cet art de gouverner. Se déployer dans un champ relationnel de force, ça veut dire concrètement mettre en place deux grands ensembles de technologies politiques. L'un dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est un ensemble constitué par les procédures nécessaires et suffisantes au maintien de ce qu'on allait bientôt appeler, de ce qu'on appelait déjà à cette époque la balance de l'Europe, l'équilibre européen, c'est-à-dire en somme l'art qui consiste, ou la technique qui consiste à organiser, aménager la composition et la compensation interétatique des forces, et ceci grâce à une double instrumentation, une instrumentation diplomatique, diplomatie permanente et multilatérale d'une part, et puis d'autre part, organisation d'une armée de métier. Bon, voilà le premier grand ensemble technologique caractéristique du nouvel art de gouverner dans un champ concurrentiel de force. Le second grand ensemble technologique, celui dont je voudrais vous parler aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose que l'on appelait à cette époque-là la police, et dont il doit être bien entendu que ça n'a que très peu de choses à voir, un ou deux éléments en commun, pas plus, avec ce qu'on devait appeler, à partir de la fin du XVIIIe siècle, la police. Autrement dit, du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle, le mot police a un sens tout à fait différent de celui que nous entendons maintenant. À propos de cette police, je voudrais faire trois ensembles de remarques. Premièrement, bien sûr, sur le sens du mot. Sens du mot, disons que du au XVe au XVIe siècle, vous trouvez déjà fréquemment ce mot de police qui désigne à ce moment-là un certain nombre de choses. D'abord, on appelle par police tout simplement une forme de communauté ou d'association qui serait en somme régie par une autorité publique, sorte de société humaine dès lors que quelque chose comme un pouvoir politique, comme une autorité publique s'exerce sur elle. Vous trouvez très fréquemment des séries d'expressions, des énumérations comme celle-ci, les États, les principautés, les villes, les polices. Ou encore, vous trouvez souvent associés les deux mots, les républiques et les polices. On ne dira pas qu'une famille est une police, on ne dira pas qu'un couvent est une police parce qu'il y manque précisément le caractère de l'autorité publique qui s'exercerait sur elle, mais c'est tout de même une sorte de société relativement mal définie, c'est une chose publique. Cet usage du mot
police en ce sens va durer pratiquement jusqu'au début du XVIIe siècle. Deuxièmement, on appelle également police, toujours au XVe et au XVIe siècle, eh bien l'ensemble des actes qui vont précisément régir ces communautés sous autorité publique. C'est ainsi que vous trouvez l'expression presque traditionnelle de police et régiment. Régiment employé au sens de manière de régir, manière de gouverner, et qui est associé à police. Enfin, vous avez le troisième sens du mot police, qui est tout simplement le résultat positif et valorisé d'un bon gouvernement. Bon, voilà, en gros, si vous voulez, les trois significations un petit peu traditionnelles que l'on rencontre jusqu'au XVIe siècle. Or, à partir du XVIIe, il me semble que le mot de police va commencer par prendre une signification qui est assez profondément différente. Je crois qu'on peut, en somme, la résumer de la manière suivante. À partir du XVIIe siècle, on va commencer à appeler police l'ensemble des moyens par lesquels on peut faire croître les forces de l'État tout en maintenant le bon ordre de cet État. Autrement dit, la police, ça va être le calcul et la technique qui vont permettre d'établir une relation mobile, mais malgré tout stable et contrôlable, entre l'ordre intérieur de l'État et la croissance de ses forces. Il y a un mot d'ailleurs qui recouvre à peu près cet objet, ce domaine, qui désigne bien cette relation entre la croissance des forces de l'État et son bon ordre. Ce mot assez étrange, on le rencontre plusieurs fois pour caractériser l'objet même de la police. Ce mot, vous le trouvez au début du XVIIe siècle dans un texte sur lequel j'aurai l'occasion plusieurs fois de revenir, un texte de Turquet de Mayerne qui porte le nom très curieux de la monarchie aristodémocratique, texte de 1611. Vous le retrouverez 150 ans plus tard dans un texte allemand de Hohenthal en 1776. Et ce mot, c'est tout simplement le mot de splendeur. La police, c'est ce qui doit assurer la splendeur de l'État. Turquet de Mayerne en 1611 dit « Tout ce qui peut donner ornement, forme et splendeur à la police. À la cité, pardon. C'est cela dont doit s'occuper la police. » Et Hohenthal en 1776 dit, reprenant d'ailleurs justement la définition traditionnelle, « J'accepte la définition de ceux qui appellent police l'ensemble des moyens qui servent à la splendeur de l'État tout entier et au bonheur de tous les citoyens. » Bon, splendeur, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est à la fois la beauté visible de l'ordre et l'éclat d'une force qui se manifeste et qui rayonne. La police, c'est donc bien en effet l'art de la splendeur de l'État en tant qu'ordre visible et force éclatante. D'une façon plus, si vous voulez, plus analytique, c'est bien ce type-là de définition de la police que vous trouvez chez celui qui a été finalement le plus grand des théoriciens de la police, un Allemand qui s'appelle von Giusti, et qui écrivait dans les éléments généraux de police au milieu du XVIIIe siècle, qui donnait cette définition de la police. C'est l'ensemble des lois et des règlements qui concernent l'intérieur d'un État et qui s'attachent à affermir et à augmenter la puissance de cet État, qui s'attache à faire un bon emploi de ses forces. Le bon emploi des forces de l'État, c'est cela l'objet de la police. Bon. Deuxième remarque que je veux faire, c'est que, vous voyez, entre cette définition de la police, qui est traditionnelle, canonique au XVIIe, XVIIIe siècle, et les problèmes de l'équilibre de la balance de l'Europe, vous voyez combien les rapports sont étroits. Rapport morphologique d'abord, puisqu'au fond, l'équilibre européen, cette technique diplomatico-militaire de la balance, consistait à quoi ? Eh bien, à maintenir un équilibre entre des forces différentes, multiples,
et qui tendaient chacune à croître selon son propre développement. La police va être également, mais en quelque sorte en sens inverse, une certaine manière de faire croître au maximum les forces de l'État, d'un État, tout en maintenant son bon ordre. Dans un cas, il s'agit de maintenir, et c'est là l'objectif principal, un équilibre en quelque sorte, malgré la croissance de l'État, et dans l'autre, c'est le problème de l'équilibre européen. Le problème de la police, ça va être comment, tout en maintenant le bon ordre dans l'État, faire en sorte que ces forces croissent au maximum. Premier rapport donc entre la police et l'équilibre européen. Deuxièmement, rapport de conditionnement, car il est bien évident que dans cet espace de compétition interétatique qui s'est ouvert très largement au cours du XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, et qui a pris la relève des rivalités dynastiques, dans cet espace de concurrence, je ne veux pas dire généralisée, de concurrence européenne entre les États, il est bien entendu que le maintien de l'équilibre ne s'acquiert que dans la mesure où chacun des États est capable de faire croître sa propre force, et dans une proportion qu'il soit telle qu'il ne se trouve jamais dépassé par un autre. On ne peut effectivement maintenir la balance et l'équilibre en Europe que dans la mesure où chacun des États a une bonne police qui lui permet de faire croître ses propres forces. Et si le développement n'est pas relativement parallèle entre chacune de ces polices, on va avoir des faits de déséquilibre. Chaque État a donc, pour ne pas voir le rapport des forces s'inverser en sa défaveur, chaque État doit donc avoir une bonne police. Et on en arrivera vite à la conséquence en quelque sorte paradoxale et inverse, qui consistera à dire, mais finalement, si dans l'équilibre européen, il y a un État, même qui n'est pas le mien, il y a un État qui se trouve avoir une mauvaise police, eh bien, on va avoir un phénomène de déséquilibre. Et par conséquent, il faut veiller à ce que, même chez les autres, la police soit bonne. L'équilibre européen se mettra donc à fonctionner comme police, en quelque sorte, interétatique, ou comme droit. L'équilibre européen donnera le droit à chaque État, et à l'ensemble des États plutôt, de veiller à ce que la police soit bonne dans chacun de ces États. C'est la conséquence qui en sera tirée, eh bien tout simplement d'une façon systématique, explicite, formulée en 1815 avec le traité de Vienne et la politique de la Sainte-Alliance. Enfin, troisièmement, entre équilibre européen et police, eh bien il y a un rapport d'instrumentation, si vous voulez, en ce sens qu'il y a au moins un instrument commun. Cet instrument commun à l'équilibre européen et à l'organisation de la police, cet instrument commun, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la statistique. C'est-à-dire que pour que l'équilibre soit maintenu effectivement en Europe, il faut que chaque État puisse, d'une part, connaître ses propres forces, deuxièmement, connaître, apprécier les forces des autres, et par conséquent établir une comparaison qui permettra justement de suivre et de maintenir l'équilibre. On a donc besoin d'un principe de déchiffrement des forces constitutives d'un État, on a besoin de connaître pour chaque État, pour le sien et pour les autres, quelle est la population, quelle est l'armée, quelles sont les ressources naturelles, quelle est la production, quel est le commerce, quelle est les circulations monétaires, etc. Tous éléments qui sont effectivement donnés par cette science, ou plutôt par ce domaine de connaissances qui s'ouvre et se fonde, se développe à ce moment-là, et qui est la statistique. Or, la statistique, comment est-ce que l'on peut l'établir ? On peut l'établir justement par la police, car la police, en tant qu'art de développer les forces, suppose elle-même que chaque État repère exactement quelles sont ses possibilités, ses virtualités, etc. La statistique est rendue nécessaire par la police, mais elle est rendue également possible par la police, car c'est justement l'ensemble des procédés mis en place pour faire croître les forces, pour les combiner, pour les développer. C'est tout cet ensemble, en somme administratif, qui va permettre de repérer dans chaque État
en quoi consistent les forces, où sont les possibilités de développement, etc. Police et statistique se conditionnent l'une l'autre, et la statistique est, entre la police et l'équilibre européen, un instrument, si vous voulez, commun. La statistique, c'est le savoir de l'État sur l'État. Entendu comme savoir de soi de l'État, mais savoir également des autres États. Et c'est dans cette mesure-là que la statistique va se trouver à la charnière des deux ensembles technologiques. Il y aurait un quatrième élément de relation essentielle, fondamentale, entre police et équilibre, mais je vais essayer de vous en reparler la prochaine fois, c'est le problème du commerce. Bon, laissons-le pour l'instant. Troisième ensemble de remarques que je voulais faire, c'est celui-ci. C'est que ce projet de police, l'idée en tout cas, qu'il doit y avoir dans chaque État un art concerté de faire croître les forces constitutives de cet État, ce projet n'a pas pris évidemment la même forme, la même charpente théorique, il ne s'est pas donné les mêmes instruments dans les différents États. Alors, si vous voulez que les éléments dont je vous avais parlé jusqu'alors, par exemple la théorie de la raison d'État ou le dispositif de l'équilibre européen, ont en somme été des notions ou des dispositifs qui étaient partagés, avec bien sûr des modulations, étaient partagés par la plupart des pays européens. Dans le cas de la police, les choses se sont passées, je crois, d'une façon assez différente, et on ne trouve pas du tout ni les mêmes formes de réflexion, ni les mêmes institutionnalisations de la police dans les différents pays européens. Bon, ça serait étudié, bien entendu, en détail. À titre d'indication et d'hypothèse, en pointillé, je peux dire ceci. Pour l'Italie. Pour l'Italie, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, très curieusement, autant la théorie de la raison d'État s'y est trouvée développée, autant le problème de l'équilibre a été un problème important et souvent commenté. En revanche, la police fait défaut. La police fait défaut comme institution et également comme force d'analyse, comme forme d'analyse et de réflexion. On pourrait dire ceci, c'est que peut-être le morcellement territorial de l'Italie, la relative stagnation économique qu'elle a connue à partir du XVIIe siècle, la domination politique et économique de l'étranger, la présence aussi de l'Église comme institution universaliste et en même temps localisée, dominante dans la péninsule et ancrée territorialement à un endroit précis de l'Italie. Enfin, tout ça a peut-être fait que la problématique de la croissance des forces n'a jamais pu s'établir réellement, ou plutôt qu'elle a perpétuellement été traversée et barrée par un autre problème dominant pour l'Italie, qui était justement l'équilibre de ces forces plurielles, non encore unifiées et non peut-être unifiables. Au fond, depuis le grand morcellement de l'Italie, la question a toujours été d'abord celle de la composition et compensation des forces, c'est-à-dire prima à la diplomatie. Et le problème de la croissance des forces, de ce développement concerté, réfléchi, analytique des forces de l'État n'a pu venir qu'après. C'était vrai sans doute avant l'unité italienne, et c'est sans doute vrai aussi depuis que l'unité italienne a été réalisée et que quelque chose comme un État italien s'est constitué, un État qui n'a véritablement jamais été un État de police au sens XVIIe, XVIIIe siècle bien sûr, qui a toujours été un État de diplomatie, c'est-à-dire un ensemble de forces plurielles entre lesquelles un équilibre doit être établi entre les partis, syndicats, les clientèles, l'Église, le Nord, le Sud, la mafia, etc. Tout ceci qui fait que l'Italie est un État de diplomatie sans être un État de police, et c'est ce qui fait peut-être que justement quelque chose comme une guerre ou une guérilla ou une quasi-guerre est en permanence la forme d'existence de l'État italien. Dans le cas de l'Allemagne, la division territoriale a produit paradoxalement un effet tout à fait différent.
Au contraire, ça a été une surproblématisation de la police. Un développement théorique et pratique intense de ce que doit être la police comme mécanisme d'accroissement des forces de l'État. Il faudrait essayer de repérer les raisons pour lesquelles un morcellement territorial qui en Italie a produit cet effet, produit en Allemagne un effet exactement inverse. Bon, passons sur les raisons. Ce que je voudrais simplement vous indiquer, c'est ceci, c'est que on peut penser que ces États allemands, qui avaient été constitués, réaménagés, parfois même fabriqués, au moment du traité de Westphalie, au milieu du XVIIe siècle, ces États allemands ont constitué de véritables petits laboratoires, micro-étatiques, si vous voulez, qui ont pu servir de modèle et comme de lieu d'expérimentation entre des structures féodales qui avaient été recombinées par le traité de Westphalie et avec au-dessus de l'Allemagne flottant par-dessus son territoire l'idée impériale mais qui avait été affaiblie sinon annulée par ce même traité de Westphalie, eh bien on a vu se constituer ces États nouveaux sinon modernes, intermédiaires entre des structures féodales et des grands États et qui ont constitué des espaces privilégiés pour l'expérimentation étatique. Et ce côté laboratoire s'est trouvé sans doute renforcé par le fait suivant, c'est que l'Allemagne, sortant justement d'une structure féodale, n'avait absolument pas ce qu'avait la France, un personnel administratif déjà constitué. C'est-à-dire que pour faire cette expérimentation, il a bien fallu se donner un personnel nouveau. Ce personnel nouveau, où allait-on le trouver? Eh bien, on l'a trouvé dans une institution qui existait à travers toute l'Europe, mais qui, dans cette Allemagne ainsi morcelée et surtout partagée entre catholiques et protestants, a pris une importance beaucoup plus grande que partout ailleurs, c'est-à-dire l'université. Alors que les universités en France ne cessaient de perdre de leur poids et de leur influence pour un certain nombre de raisons qui étaient aussi bien le développement administratif que le caractère dominant de l'Église catholique, en Allemagne, ça a été les universités. Et les universités sont devenues des lieux à la fois de formation de ces administrateurs qui devaient assurer le développement des forces de l'État, et c'est devenu également le lieu de réflexion sur les techniques à employer pour faire croître les forces de l'État. De là le fait que dans les universités allemandes, vous voyez se développer quelque chose qui n'a pratiquement pas eu d'équivalent en Europe et qui est la Polizeiwissenschaft, la science de la police. Cette science de la police qui, depuis la fin du XVIIe siècle depuis la fin du XVIIe jusqu'à la fin du XVIIIe, va être absolument une spécialité allemande qui diffusera à travers l'Europe et qui aura une influence capitale. Théorie de la police, livre sur la police, manuel pour les administrateurs, tout ça donne une énorme bibliographie sur de la Polizeiwissenschaft au XVIIIe siècle. Bon, en France, je crois qu'on a une situation qui n'est ni la situation italienne ni la situation allemande, le développement rapide, précoce de l'unité territoriale, de la centralisation monarchique, de l'administration aussi, a fait que la problématisation de la police ne s'est absolument pas faite sur ce mode théorique et spéculatif qu'on peut remarquer en Allemagne. C'est en quelque sorte à l'intérieur même de la pratique administrative que petit à petit s'est mis en place. La police a été en quelque sorte conçue, mais conçue sans théorie, conçue sans système, conçue sans concept, pratiquée par conséquent, institutionnalisée à travers des mesures, des ordonnances, des recueils
d'édits, etc., à travers aussi des critiques, des projets venant non pas du tout de l'université, mais de personnages qui rôdaient autour de l'administration, soit qu'ils étaient eux-mêmes administrateurs, soit qu'ils désiraient y entrer, soit qu'ils en avaient été chassés. On le trouve également chez des pédagogues, et en particulier chez les pédagogues de Prince, où vous avez une théorie de la police, par exemple, chez Fénelon, une autre très intéressante chez l'abbé Fleury, chez tous ceux qui ont été précepteurs des dauphins. Bon, de sorte que vous ne trouverez pas en France de grands édifices semblables à la Polizeiwissenschaft que vous trouvez chez les Allemands, et vous ne trouvez presque pas, même pas, cette notion qui a été si importante en Allemagne de Polizeistaat, d'état de police. Je n'ai trouvé, bien entendu sous réserve, on le trouverait je pense dans d'autres textes, mais enfin, j'ai trouvé une fois chez Montchrétien, dans son traité d'économie politique, l'expression « état de la police », qui correspond exactement au Polizeistaat des Allemands. Bon. Voilà, si vous voulez, pour la situation générale de ce problème de la police. Alors, maintenant, question, de quoi réellement s'occupe la police? Il est vrai que son objectif général, c'est donc la croissance des forces de l'État dans des conditions telles que l'ordre même de cet État en soit non seulement pas compromis, mais renforcé. De quoi réellement s'occupe-t-elle? Alors, je vais prendre justement un texte dont je vous ai parlé déjà, texte très précoce, puisqu'il date du tout début du XVIIe siècle, et qui est une sorte d'utopie, justement, de ce que les Allemands auraient immédiatement appelé un Polizeistaat, un état de police, et pour lesquels les Français n'avaient pas ce mot. Cette utopie d'un état de police de 1611 a été écrit, rédigé par quelqu'un qui s'appelle Turquet de Mayerne, et dans ce texte, donc, dont le titre est « La monarchie aristo-démocratique ». Dans ce texte, Turquet de Mayerne commence par définir la police comme tout ce qui doit donner, là je vous ai déjà cité ce texte, ornement, forme et splendeur à la cité. C'est l'ordre de tout ce qu'on pourrait voir dans la cité. Par conséquent, la police, c'est bien pris à ce niveau-là exactement l'art de gouverner tout entier. L'art de gouverner et exercer la police, pour Turquet de Mayerne, c'est la même chose. Bon, mais si l'on veut maintenant savoir comment effectivement exercer la police, eh bien Turquet de Mayerne dit voilà, il faudrait que dans tout bon gouvernement, il y ait 4 grands offices et 4 grands officiers. Le chancelier pour s'occuper de la justice, le connétable pour s'occuper de l'armée et le superintendant pour s'occuper des finances. Tout ceci étant déjà des institutions existantes, plus un 4e qui serait, dit-il, 4e grand officier, le conservateur et le général réformateur de la police. Quel serait son rôle? Eh bien, son rôle serait d'entretenir parmi le peuple une, et là je vous cite, singulière pratique de modestie, charité, loyauté, industrie et bon ménage. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Maintenant, ce grand officier, qui est donc au même niveau que le chancelier, le connétable, surintendant, ce grand officier, ce conservateur de la police, qui va-t-il avoir sous ses ordres dans les différentes régions du pays et dans les différentes provinces? Eh bien, de lui, de ce conservateur général de la police, relèveront dans chaque province 4 bureaux, qui sont donc les dérivés directs, les subordonnés directs du conservateur de la police. Ces bureaux, donc, sont au nombre de 4, et le premier a le nom de bureau de police proprement dite. Et ce bureau de police proprement dite a en charge quoi? Premièrement, l'instruction des enfants et des jeunes gens. C'est ce bureau de police qui devra veiller à ce que les enfants apprennent les lettres, et par lettres,
dit Turckheim-Mayerne, il s'agit de tout ce qui est nécessaire pour pourvoir à toutes les fonctions du royaume. Ce qui est donc nécessaire pour exercer une fonction dans le royaume. Ils devront apprendre évidemment la piété, et enfin ils devront apprendre les armes. Ce bureau de police, qui s'occupe de l'instruction donc des enfants et des jeunes gens, devra aussi s'occuper de la profession de chacun. C'est-à-dire, une fois la formation terminée, et lorsque le jeune homme arrivera à l'âge de 25 ans, eh bien, il devra se présenter au bureau de la police. Et là, il devra dire quel type d'occupation il veut avoir dans sa vie. Qu'il soit riche ou non, qu'il veuille s'enrichir ou qu'il veuille simplement se délecter. De toute façon, ce qu'il veut faire, il doit le dire. Et il sera inscrit sur un registre avec son choix de profession, son choix de mode de vie, inscrit une fois pour toutes. Et ceux qui par hasard ne voudraient pas s'inscrire dans l'une des rubriques, alors je passe sur celles qui sont proposées, ceux qui ne voudraient pas s'inscrire, ceux-là ne devraient pas être tenus au rang de citoyens, mais ils devraient être considérés comme un rebut du peuple, truand et sans honneur. Voilà pour le bureau de police. À côté, et toujours donc sous la responsabilité, sous la direction de ce grand officier qui est le réformateur général de la police, on va avoir à côté du bureau de police proprement dit, des bureaux de police non proprement dit, à savoir le bureau de charité. Et le bureau de charité va s'occuper des pauvres, bien sûr des pauvres valides auxquels on donnera d'un travail ou que l'on contraindra à prendre un travail, les pauvres malades et invalides auxquels on donnera des subventions. Ce bureau de charité s'occupera aussi de la santé publique, en temps d'épidémie et de contagion, mais également en tout temps. Le bureau de charité s'occupera aussi des accidents du feu, des inondations, des déluges, et de tout ce qui peut être cause d'appauvrissement qui mettent les familles en indigence et misère. Essayez d'empêcher ces accidents, essayez de les réparer et aider ceux qui en sont victimes. C'est le bureau de charité. Enfin, toujours fonction de ce bureau de charité, eh bien, prêter de l'argent. Prêter de l'argent aux menus artisans et aux laboureurs qui se trouveraient en avoir besoin pour l'exercice de leur métier et de façon à pouvoir les mettre à l'abri des rapines des usuriers. Troisième bureau, après la police proprement dite, la charité, un troisième bureau qui va s'occuper des marchands et qui là réglera, je passe très vite, les problèmes de marché, les problèmes de fabrication, de mode de fabrication, qui devra favoriser le commerce dans tout le pays, dans toute la province, pardon. Et enfin, quatrième bureau, le bureau du domaine, qui lui s'occupera des biens immobiliers, éviter par exemple que les droits seigneuriaux n'écrasent trop le peuple, veiller à l'achat et à la manière dont on achète et dont on vend les biens-fonds, veiller au prix de ces ventes, tenir registre des héritages, veiller enfin au domaine du roi et aux chemins, aux rivières, aux édifices publics, aux forêts. Bon. Eh bien, si l'on regarde un petit peu ce projet de Turckheim-Mayerne, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord ceci. C'est donc que la police, qui à un certain niveau s'identifie au gouvernement tout entier, apparaît comme, c'est là son second niveau, sa première précision par rapport à cette fonction générale, va apparaître comme une fonction d'État en face des trois autres, celle de la justice, de l'armée et de la finance, qui, elles, étaient des institutions traditionnelles. Institutions traditionnelles en face desquelles il faut en ajouter une quatrième, qui va être la modernité administrative par excellence, à savoir la police. Deuxièmement, ce qu'il faut remarquer, c'est que quand Turckheim-Mayerne définit le rôle du réformateur général de la police, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce réformateur doit veiller à la loyauté, à la modestie des citoyens, dont il a une fonction morale, mais il doit également s'occuper de la richesse
et du ménage, c'est-à-dire de la manière dont les gens se conduisent quant à leur richesse, quant à leur manière de travailler, de consommer, etc. C'est donc un mélange de, si vous voulez, moralité et travail. Mais ce qui me paraît surtout essentiel et caractéristique, c'est que ce qui constitue le cœur même de la police, ces bureaux de police proprement dit, je vous ai parlé. Ces bureaux de police, quand on regarde de quoi ils s'occupent, à quoi ils doivent faire attention, et on s'aperçoit que c'est l'éducation d'une part et la profession, la professionnalisation des individus. L'éducation qui doit les former de manière à ce qu'ils puissent avoir une profession, et puis ensuite, quelle est la profession, ou en tout cas, quel est le type d'activité auquel ils se consacrent et auquel ils s'engagent à se consacrer. Donc, on a là tout un ensemble de contrôles, de décisions, de contraintes qui portent sur les hommes eux-mêmes, non pas en tant qu'ils ont un statut, non pas en tant qu'ils sont quelque chose dans l'ordre, la hiérarchie et la structure sociale, mais en tant qu'ils font quelque chose, en tant qu'ils sont capables de le faire et en tant qu'ils s'engagent à le faire tout au long de leur vie. Turquet de Mayerne le fait remarquer d'ailleurs lui-même, ce qui est important pour la police, ce n'est pas la distinction entre noble et roturier, ce n'est donc pas la différence de statut, c'est la différence des occupations. Et je voudrais vous citer ce texte remarquable qui se trouve au début, dans les premières pages du livre de Turquet de Mayenne. Il dit, à propos des magistrats de police, « J'ai proposé aux magistrats qui en seront recteurs, il s'agit donc de la police, j'ai proposé l'homme pour vrai sujet, auquel la vertu et le vice s'impriment, afin que, comme par degrés, il soit conduit dès son enfance jusqu'à sa perfection, et afin que, l'ayant amené à une certaine perfection, il soit retenu, lui et ses actions, au terme de la vraie politique, de la vraie vertu politique et sociale, à quelque chose qu'il s'adonne. Avoir l'homme pour vrai sujet. Et l'homme pour vrai sujet a quelque chose qu'il s'adonne et entend précisément qu'il a une activité et que cette activité doit caractériser sa perfection et permettre par conséquent la perfection de l'État. C'est ça, je crois, qui est un des éléments fondamentaux et les plus caractéristiques de ce qu'on entend désormais par la police. C'est cela qui est visé par la police, l'activité de l'homme, mais l'activité de l'homme en tant qu'il a un rapport à l'État. Disons que dans la conception traditionnelle, ce qui intéressait le souverain, ce qui intéressait le prince ou la République, c'était ce que les hommes étaient. Étaient par leur statut ou étaient encore par leur vertu, par leur qualité intrinsèque. Il était important que les hommes soient vertueux. Il était important qu'ils soient obéissants. Il était important qu'ils ne soient pas paresseux, mais qu'ils soient travailleurs. La bonne qualité de l'État dépendait de la bonne qualité des éléments de l'État. C'était un rapport d'être, c'était un rapport de qualité d'être, c'était un rapport de vertu. Dans cette nouvelle conception, ce qui va intéresser l'État, ce n'est pas ce que sont les hommes, ce ne sont même pas leurs litiges comme dans un État de justice, ce qui intéresse l'État, ce n'est même pas leur argent, ce qui est la caractéristique d'un État, disons, de fiscalité. Ce qui caractérise un État de police, c'est que ce qui l'intéresse et ce que font les hommes, c'est leur activité, c'est leur occupation. L'objectif de la police, c'est donc le contrôle et la prise en charge de l'activité des hommes en tant que cette activité peut constituer un élément différentiel dans le développement des forces de l'État. Bon, je crois qu'on est là, si vous voulez, au cœur même de ce qui va constituer l'organisation de ce que les Allemands appellent l'État de police et que les Français, sans l'appeler comme tel, ont de fait mis en place. À travers le projet de Turquet de Mayerne, on voit au fond à quoi s'accroche ce projet de grande police
c'est l'activité de l'homme comme élément constitutif de la force de l'État. Concrètement, la police devra donc être quoi? Eh bien, elle devra se donner comme instrument tout ce qui est nécessaire et suffisant pour que cette activité de l'homme s'intègre effectivement à l'État, à ses forces, au développement des forces de l'État, et elle devra faire en sorte que l'État puisse en retour stimuler, déterminer, orienter cette activité d'une manière qui soit effectivement utile à l'État. D'un mot, il s'agit de la création de l'utilité étatique à partir de et à travers l'activité des hommes. Création de l'utilité publique à partir de l'occupation, de l'activité, à partir du faire des hommes. Eh bien, je crois qu'à partir de là, et en ressaisissant là le cœur de cette idée si moderne de la police, eh bien, je crois que l'on peut facilement déduire, si vous voulez, les objets dont la police prétend désormais s'occuper. Premièrement, la police aura à s'occuper, premier souci, eh bien, du nombre des hommes. Car c'est très important, aussi bien quant à l'activité des hommes qu'à leur intégration dans une utilité étatique, de savoir combien il y en a et de faire en sorte qu'il y en ait le plus possible. La force d'un État dépend du nombre de ses habitants. C'est une thèse que l'on voit se formuler déjà tôt dans le Moyen-Âge, répétée à travers le XVIe siècle, mais qui, au XVIIe siècle, va commencer à prendre un sens précis dans la mesure où on posera aussitôt le problème de savoir combien d'hommes il faut effectivement et quel rapport il doit y avoir entre le nombre d'hommes et l'étendue du territoire, les richesses, etc., pour que la force de l'État puisse croître au mieux et de la façon la plus sûre. La thèse, l'affirmation que la force d'un État dépend du nombre de ses habitants, vous la trouvez répétée obstinément à travers tout le XVIIe, au début du XVIIIe siècle encore, avant la grande critique et la grande reproblématisation que feront les physiocrates. Mais je prends un texte de la fin du XVIIIe, tout début de la fin du XVIIe ou tout début du XVIIIe, un texte de Fleury, qui dit précisément dans les notes qui ont été publiées, qui fait les notes des leçons qu'il donnait au dauphin, l'abbé Fleury disait « On ne peut rendre justice, faire guerre, lever finance, etc., sans qu'il y ait abondance d'hommes vivants, sains et paisibles. Plus il y en a, plus le reste est facile, plus l'État et le prince sont puissants. » Mais encore faut-il aussitôt dire que ce n'est pas le chiffre absolu de la population qui est important, mais son rapport avec l'ensemble des forces, étendue du territoire, ressources naturelles, richesses, activités commerciales, etc. Et c'est toujours Fleury qui dit dans ses notes de cours, « Étendue de terre ne fait rien à la grandeur de l'État, mais fertilité et nombre d'hommes, Hollande, Moscovie, Turquie, quelle différence? Étendue déserte nuit au commerce et au gouvernement, plutôt 500 000 hommes en peu d'espace qu'1 million dispersés, terre d'Israël. De là, si vous voulez, le premier objet de la police, comme le nombre d'hommes, le développement quantitatif de la population par rapport aux ressources et possibilités du territoire qu'occupe cette population. C'est ce que Hohenthal appellera dans son traité de police la copia civium, la quantité de citoyens, l'abondance de citoyens. Premièrement, donc, nombre de citoyens, c'est ça le premier objet de la police. Deuxième objet de la police, les nécessités de la vie. Car il ne suffit pas qu'il y ait des hommes, faut-il encore qu'ils puissent vivre. Par conséquent, la police va s'occuper de ces nécessités immédiates, au premier chef, bien sûr, les vivres, les objets dits de première nécessité, là encore, Fleury dira, prince et père, nourrir ses enfants, chercher les moyens de procurer au peuple nourriture, vêtements, logements, chauffage, on ne peut trop multiplier les denrées utiles de la vie. Cet objectif de la police
Veiller à ce que les gens puissent effectivement soutenir la vie que la naissance leur a donnée implique évidemment une politique agricole, multiplier le peuple de la campagne par la diminution des tailles, des charges de la milice, cultiver les terres qui ne le sont pas encore, etc. Tout ceci, c'est dans Fleury. Donc ça implique une politique agricole. Ça implique également un contrôle exact de la circulation, de la commercialisation des denrées, de leur circulation, des provisions qui sont faites pour les moments de disette, etc. Bref, tout ce que cette police des grains dont je vous ai fait parler au début et qui constitue, d'après d'Argenson, la police la plus précieuse et la plus importante pour l'ordre public, ce qui implique également que non seulement la commercialisation de ces vivres et denrées sera surveillée, mais également que leur qualité au moment de leur mise en vente, leur bonne qualité, le fait qu'ils ne soient pas gâtés, etc. Et par là, on touche à un troisième objectif de la police, après le nombre des gens, les nécessités de la vie, on touche au problème de la santé. La santé, pour que les hommes nombreux et qui subsistent grâce aux vivres et aux éléments de première nécessité qu'on leur fournit, ces individus puissent de plus travailler, s'activer, s'occuper, etc. Et par conséquent, la santé ne sera pas pour la police simplement un problème dans les cas d'épidémie, lorsque la peste se déclare, ou lorsqu'il s'agit simplement d'écarter des contagieux comme les lépreux, mais désormais la santé quotidienne de tout le monde va devenir un objet permanent de soucis et d'intervention pour la police. Il va donc falloir veiller à tout ce qui peut entretenir les maladies en général. Ça va donc être, dans les villes surtout, l'air, l'aération, la ventilation, tout ceci étant lié bien entendu à la théorie des miasmes, et on va avoir toute une politique d'un nouvel équipement, d'un nouvel espace urbain qui sera ordonné, subordonné à des principes, à des soucis de santé, largeur des rues, dispersion des éléments qui peuvent produire des miasmes et empoisonner l'atmosphère, les boucheries, les abattoirs, les cimetières, etc. Donc toute une politique de l'espace urbain liée à ce problème de santé. Cinquième ou quatrième objet de la police, je ne sais plus, après la santé, eh bien ça va être précisément quand on a des hommes nombreux qui peuvent subsister et qui sont en bonne santé, veiller à leur activité. À leur activité, entendu d'abord le fait qu'ils ne soient pas oisifs, mettre au travail tous ceux qui peuvent travailler, c'est la politique à l'égard des pauvres valides, ne subvenir qu'aux besoins des pauvres invalides, et ça sera aussi, beaucoup plus important, veiller aux différents types d'activités dont les hommes sont susceptibles. Veiller à ce que, effectivement, les différents métiers dont on a besoin et dont l'État a besoin soient effectivement pratiqués. Veiller à ce que les produits soient fabriqués selon un modèle qui soit tel que le pays puisse en bénéficier, etc. D'où toute cette réglementation des métiers qui est un autre des objets de la police. Enfin, dernier objet de la police, la circulation. La circulation de ces marchandises, de ces produits qui sont issus de l'activité des hommes, et cette circulation, il faut l'entendre d'abord au sens des instruments matériels qu'il faut bien lui donner. Donc la police s'occupera des routes, de leur état, de leur développement, de la navigabilité des fleuves, des canaux, etc. Dans son traité de droit public, Doma consacre un chapitre qui s'appelle « De la police », et dont le titre est complet est celui-ci, « De la police pour l'usage des mers, des fleuves, des rivières, des ponts, des rues, des places publiques, des grands chemins et autres lieux publics ». L'espace de la circulation est donc un objet privilégié pour la police. Mais par circulation, il faut entendre non seulement ce réseau matériel qui permet la circulation des marchandises, éventuellement des hommes, mais la circulation elle-même, c'est-à-dire l'ensemble des règlements, contraintes, limites ou au contraire
facilitation et encouragement qui vont permettre de faire circuler les hommes et les choses dans le royaume, éventuellement hors des frontières, alors d'où ces règlements typiquement de police, dont les uns vont réprimer le vagabondage, les autres vont faciliter la circulation des marchandises dans telle ou telle direction, d'autres qui vont empêcher que les ouvriers qualifiés ne puissent se déplacer par rapport à leur lieu de travail ou surtout ne puissent quitter le royaume, etc. C'est tout ce champ de la circulation qui va devenir, après la santé, après les vivres et les objets de première nécessité, après la population elle-même, eh bien, l'objet de la police. D'une façon générale, au fond, ce que la police va avoir à régir et qui va constituer son objet fondamental, eh bien, ça va être toutes les formes, disons, de coexistence des hommes les uns à l'égard des autres. C'est le fait qu'ils vivent ensemble, qu'ils se reproduisent, qu'ils ont besoin, chacun pour sa part, d'une certaine quantité de nourriture, d'air, etc., pour respirer, vivre, subsister, etc. C'est le fait qu'ils travaillent les uns à côté des autres, à des métiers différents ou semblables, etc. C'est le fait aussi qu'ils sont dans un espace de circulation, c'est toute cette espèce de, pour employer un mot qui est anachronique par rapport aux spéculations de l'époque, toute cette espèce de socialité que la police doit prendre en charge. Ce que la police, et alors là, les théoriciens ou les théoriciens du XVIIIe siècle diront, ce dont la police s'occupe au fond, c'est la société. Mais déjà Turquet de Mayerne avait dit que la vocation des hommes, c'était de s'associer les uns avec les autres. Il n'emploie pas le mot vocation. C'était de s'associer les uns avec les autres, de s'entrechercher les uns avec les autres. Et c'est cette communication, l'acheminement et l'entretènement de cette communication qui est proprement l'objet de la police. La communication des hommes les uns avec les autres, la coexistence et la communication des hommes les uns avec les autres, c'est finalement ça, le domaine que doit couvrir cette Polizeiwissenschaft et cette institution de la police dont parlent les gens du XVIIe et du XVIIIe siècle. Ce qu'embrasse ainsi la police, c'est au fond un immense domaine dont on pourrait dire qu'il va du vivre au plus que vivre. Je veux dire par là, la police doit s'assurer que les hommes vivent et vivent en grand nombre. La police doit s'assurer qu'ils ont de quoi vivre et par conséquent qu'ils ont de quoi ne pas trop mourir ou en trop grand nombre. Mais elle doit s'assurer en même temps que tout ce qui, dans leur activité, peut aller au-delà de cette pure et simple subsistance, eh bien que tout cela va bien en effet être produit, distribué, réparti, mis en circulation d'une manière telle que l'État puisse en tirer effectivement sa force. Disons d'un mot que dans un système économique, social, on pourrait même dire, dans ce système anthropologique nouveau qui se met en place à la fin du XVIe, au début du XVIIe siècle, dans ce nouveau système, qui n'est plus commandé par le problème immédiat du ne pas mourir et survivre, mais qui va être commandé maintenant par le problème vivre et faire un peu mieux que vivre, eh bien, à partir de c'est là que la police s'insère, dans la mesure où elle est l'ensemble des techniques qui assurent que vivre, faire un peu mieux que vivre, coexister, communiquer, tout ceci sera effectivement convertissable en force d'État. La police, c'est l'ensemble des interventions et des moyens qui assurent que vivre, mieux que vivre, coexister, sera effectivement utile à la constitution, à la majoration des forces de l'État. On a donc, si vous voulez, avec la police, un cercle qui, partant de l'État, comme pouvoir d'intervention rationnel et calculé sur les individus, va faire retour à l'État
retour à l'État comme ensemble de forces croissantes ou à faire croître, mais qui va passer par quoi? Eh bien, par la vie des individus, qui va maintenant, comme simple vie, être précieuse à l'État. Au fond, ceci, c'était déjà acquis. On savait bien qu'un roi et un souverain étaient d'autant plus puissants qu'il avait beaucoup de sujets. Ça va passer par la vie des individus, mais ça va passer aussi par leur mieux que vivre, par leur plus que vie, c'est-à-dire par ce qu'on appelle à l'époque la commodité des hommes, leur agrément ou encore leur félicité. C'est-à-dire que ce cercle, avec tout ce qu'il implique, fait que la police doit arriver à articuler l'une sur l'autre la force de l'État et la félicité des individus. Cette félicité en tant que mieux que vivre des individus, c'est cela qui doit être en quelque sorte prélevé et constitué en utilité étatique. Faire du bonheur des hommes l'utilité de l'État, faire du bonheur des hommes la force même de l'État. Et c'est pourquoi vous trouvez dans toutes ces définitions de la police auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, un élément que j'avais avec soin mis de côté et qui est le bonheur des hommes. Vous trouvez par exemple chez Lamarre cette affirmation que l'unique objet de la police consiste à conduire l'homme à la plus parfaite félicité dont il puisse jouir en cette vie. Ou encore, Hohenthal, quand je vous avais cité la première partie, je cité la définition de la police, mais dans sa première partie seulement, Hohenthal dit que la police, c'est l'ensemble des moyens qui assurent alors république splendorem, la splendeur de la République, et externam singulorum civilium felicitatem, et la félicité externe de chacun des individus. Splendeur de la République et félicité de chacun. Je reprends la définition fondamentale de Giusti, qui encore une fois est la plus claire et la plus articulée, la plus analytique. Von Giusti dit ceci: les lois et les règlements, la police c'est l'ensemble des lois et des règlements qui concernent l'intérieur d'un État, qui tendent à affermir et à augmenter sa puissance, à faire un bon emploi de ses forces, cela je vous l'avais déjà cité, et enfin à procurer le bonheur des sujets. Affermir et augmenter la puissance de l'État, faire un bon emploi des forces de l'État, procurer le bonheur des sujets, c'est cette articulation-là qui est spécifique de la police. Bien, il y a un mot qui, mieux encore que celui d'agrément, de commodité, de félicité, désigne ce dont la police s'occupe. Ce mot, on le trouve rarement avant la fin du XVIIIe siècle. Il a pourtant été employé au début du XVIIe, mais me semble-t-il d'une façon assez unique, sans avoir été, me semble-t-il, réutilisé dans la littérature française, mais vous allez voir quel écho il aura et en quoi ça va déboucher sur toute une série de problèmes absolument fondamentaux. Ce mot est celui-ci, on le trouve dans Mon Chrétien, l'économie politique. Bien, Mon Chrétien dit ceci: au fond, la nature ne peut nous donner que l'être, mais le bien-être, nous le tenons de la discipline et des arts. La discipline, qui doit être égale pour tous, important qu'il est au bien de l'État que tous y vivent bien et honnêtement, et les arts, qui, depuis la chute, sont indispensables pour nous donner, et je cite à nouveau, le nécessaire, l'utile, le bienséant et l'agréable. Eh bien, tout ce qui va de l'être au bien-être, tout ce qui peut produire ce bien-être au-delà de l'être, et de telle sorte que le bien-être des individus soit la force de l'État, c'est cela, me semble-t-il, qui est l'objectif de la police. Bon. Alors, d'une part, j'étais en retard, mais d'un quart d'heure. D'autre part, de toute façon, je suis loin d'avoir fini ce que je voulais vous dire. Alors, c'était la seconde mauvaise nouvelle. Je vais sans doute vous faire faire un cours la semaine prochaine, mercredi, où j'essaierai, à partir de cette définition générale de la police, voir comment elle a été critiquée, comment on s'en est détaché au cours du XVIIIe siècle, comment l'économie politique a pu en être,
comment le problème spécifique de la population s'en est détaché, etc., rejoindre ce problème sécurité et population dont je vous avais parlé la dernière fois. Alors si ça vous ennuie pas, enfin en tout cas moi je ferai ce cours-là mercredi, comme de toute façon nul de vous n'est forcé d'y assister, vous ferez ce que vous voudrez. Voilà. Bon.